Bonjour Jean-Baptiste, merci de nous rejoindre dans cette deuxième édition du Sommet des crypto-monnaies. Je suis ravie de t'avoir cette année, j'avais pas pu t'avoir l'année dernière, donc je suis très contente de t'avoir cette année. Donc toi, tu es sur la chaîne de Inspecteur Crypto. On voit enfin ton visage d'ailleurs, parce qu'on le voit jamais. C'est vrai, c'est une première. Ouais, bah merci de le faire avec nous, c'est très apprécié. Avant qu'on commence la vidéo, est-ce que tu peux te présenter en 2 petites secondes? Juste un truc. Avant, je veux juste prévenir les téléspectateurs que je vais mettre pendant toute la vidéo des petits trucs comme ça. Et en fait, eh bien, vous avez juste à scanner le code et ça va vous rediriger directement vers les choses dont on parle. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de la chaîne YouTube de Jean-Baptiste. Donc, je vous invite à aller le suivre pour le soutenir. Et puis, Jean-Baptiste, je te laisse te présenter. Ok, donc comme tu l'as dit, je m'appelle Jean-Baptiste et je suis le créateur de la chaîne YouTube Inspecteur Crypto. Donc, concernant mon activité professionnelle, moi, je suis consultant en finance de marché. Donc, ça me permet de voir pas mal de choses et pas mal de branches de la finance traditionnelle, comme par exemple gestion des produits structurés, la gestion du cash et les comptes des dépositaires, ou encore bien d'autres activités. Alors, j'ai appris à la crypto sur les conseils d'un ami en 2017. Comme beaucoup de personnes, je suis rentré proche d'un top d'un bull run et je me suis réellement j'ai été réellement actif et je me suis réellement intéressé début 2020 encore sur les conseils d'un ami, mais cette fois j'ai pas fait la même erreur et je me suis un peu plus renseigné. Oui, ouais, on a tous fait la même erreur, hein, je pense. Je pense que tout le monde l'a fait celle-là. D'accord. Et du coup, donc t'es spécialisé dans les crypto-monnaies ou, enfin, je veux dire, quelle est la répartition des crypto-monnaies versus le reste de ton travail dans la finance? Est-ce que c'est réparti 50-50? Alors, en fait, dans mon travail dans la finance, je travaille pas du tout dans les crypto-monnaies. C'est vraiment plus finance de marché traditionnelle. Et après, la partie crypto-monnaie, c'est plus à titre personnel, ma gestion de portefeuille personnel et aussi pour la chaîne YouTube. D'accord, ok, parfait. Et t'as pas envie d'en mettre un peu de ça dans ton travail? Est-ce que tu travailles à ton compte ou tu travailles pour quelqu'un? Non, je travaille pour une boîte de consulting du coup, et c'est un objectif à plus long terme d'être consultant, mais plus spécialisé blockchain et crypto-monnaie. D'accord. Ok, super. Bon, alors on va commencer la vidéo. Je vais juste enlever ça. Et puis on va commencer alors. Alors, justement, comment est-ce que tu investis dans... Alors, on va parler des crypto-monnaies, mais après, si tu veux faire un parallèle avec la finance, ça reste un investissement, donc il n'y a pas de problème. Okay. Quelles sont tes techniques, tes stratégies, tes astuces? Et pourquoi je te demande ça? C'est parce que, comme j'explique aux téléspectateurs, on va voir tout au long de ce week-end qu'il y a autant de profils d'investisseurs qu'il n'y a d'investisseurs. Donc, c'est pour ça que j'ai axé le sommet cette année autour de ça, pour montrer qu'il n'y a pas une stratégie qui est bonne ou meilleure qu'une autre. Ça dépend de ce qu'on cherche, de nos objectifs, de notre profil, etc. Donc, j'aurais bien aimé connaître le tien. Alors, concernant mon profil d'investisseur, on va dire que j'ai un profil plutôt équilibré avec une bonne tolérance au risque. Ce qui me permet ça, c'est justement mon métier qui me permet d'avoir des connaissances en finance de marché, finance traditionnelle globale, donc d'aborder l'investissement plus sereinement, et aussi le fait d'avoir investi un montant raisonnable par rapport à mon patrimoine global pour justement éviter de mal dormir et d'être stressé en cas de perte. On va dire que c'est de l'argent que je peux me permettre de perdre, même si j'aime pas trop cette phrase quand on parle d'investissement, mais si je perds cet argent, j'aurai encore de quoi faire et de quoi vivre, et j'en ai pas besoin pour vivre au jour le jour. Et après, on va dire qu'il y a une autre côté de mon profil d'investisseur qui est que j'aime bien comprendre ce que je fais et dans quoi j'investis. Donc forcément, je me suis pas mal renseigné sur les différents projets, au moins comprendre le fondamental et comment ils marchent. Et en plus de ça, vu que j'ai des connaissances en finance de marché, des fois j'essaie de faire un petit peu les parallèles, voir ce qu'il y a de pareil ou de différent. Et une autre chose, j'ai plutôt un horizon d'investissement intercycle. Je sais qu'il y a des personnes qui sont holding très long terme. Moi, je trouve que l'intercycle, c'est un peu mieux, même si ça demande un peu plus de travail. C'est-à-dire acheter en bear market lors des phases où vraiment tout le monde a peur et où il y a un désintérêt au niveau des crypto-monnaies. Et après, essayer de revendre en bull market lors d'une période d'euphorie. Après, c'est toujours compliqué de timer le top ou pas, mais je pense qu'en faisant un peu d'analyse technique et un peu aussi de comportement des foules, on peut essayer de rentrer à un moment plutôt propice et sortir à un bon moment. Et après, on va dire qu'il y a une dernière partie qui est plus au niveau de ma gestion de portefeuille. Donc là, l'objectif, c'est
d'essayer d'avoir une gestion de portefeuille saine en étant diversifié mais pas trop pour pouvoir suivre les projets parce que si on a 100 crypto-monnaies, forcément, on va même pas voir s'il y en a une qui explose. Et après, bon, ça c'est un peu mon côté financier, mais essayer de regarder le risque-rendement qu'on peut avoir aussi en fonction des bons projets, en fonction de la market cap qu'ils ont déjà, pour voir si ça vaut le coup ou pas de rentrer dedans. D'accord. Et bien sûr, en se concentrant aussi sur les fondamentaux. Oui, évidemment. Et est-ce que tu fais du trading, du holding? J'ai vu sur ta chaîne que tu parles aussi beaucoup de airdrop. Qu'est-ce Oui. que... Alors, pour ceux qui ne savent pas, un airdrop, déjà, ça va être une distribution gratuite de crypto-monnaies en contrepartie d'une action qu'on a pu faire et avec, on va dire, deux objectifs. Un premier objectif marketing pour le projet qui veut se faire connaître et forcément, quand on donne de l'argent gratuitement, ça peut ramener des utilisateurs. Et aussi une partie, voilà, on va dire, un peu plus dans les idéaux des crypto-monnaies, c'est-à-dire une décentralisation, essayer d'avoir sa supply bien répartie entre le plus de personnes possible pour justement éviter cette centralisation, ce qui est quand même l'objectif de la blockchain à la base. Je trouve que les airdrops, c'est assez intéressant pour essayer de faire grossir des petits portefeuilles. Après, quand on est peut-être un plus gros investisseur avec vraiment un énorme portefeuille, c'est peut-être moins intéressant. Mais là, c'est vrai que ça permet pour des personnes qui n'ont pas trop d'argent d'échanger son temps contre possiblement une rétribution qui peut être pas mal. On a vu des airdrops qui sont montés quasiment à 20 000 $. Alors, pour trouver mes sources, pour trouver les airdrops, on va dire que c'est principalement Twitter et YouTube. Parce que même s'il faut quand même réussir à faire le tri, parce que sur Twitter, il y a quand même pas mal de bruit. Et pour ta question, est-ce que je fais du trading? Alors ça va dépendre des phases de marché. Si je suis en bear market, je vais plus me concentrer sur du holding de crypto-monnaie en essayant d'optimiser mes rentrées via un TCA et possiblement aussi être sur des narratifs là, comme les airdrops. Alors qu'en bull market, je vais y ajouter un petit peu de trading et un petit peu de finance décentralisée pour optimiser ma performance sur des nouvelles hypes, sur des écosystèmes, comme par exemple avec la Binance Smart Chain et Phantom qu'on a eu lors du précédent bull run. Et est-ce que tu fais, je veux dire, du coup, tu fais pas de finance décentralisée pendant le bear market? Non, je trouve que ça peut être risqué. C'est là qu'on peut voir pas mal de projets justement exploser en vol. On a vu des projets sérieux déjà exploser, donc je préfère ne pas prendre de risques. Et aussi, vu qu'il y a moins de monde, les taux de rendement sont souvent inférieurs. Et donc là, il y a toujours ce côté risque-rendement. Le rendement n'est pas assez élevé pour prendre le risque, donc je préfère laisser rester en stablecoin une partie et sinon mettre ça sur une clé Ledger sécurisée et attendre le retour de temps plus prospère, on va dire. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis comme toi. Je touche pas à la finance à la DeFi en bear market. Je trouve que c'est trop dangereux, surtout avec le bear market qu'on a eu cette année, les faillites qui sont tombées les unes après les autres, et puis les arnaques, et puis ci, et puis ça. Je partage ton avis là-dessus. Alors, est-ce que tu peux nous donner une de tes réussites les plus marquantes en tant qu'investisseur et oui. nous expliquer pourquoi ça t'a marqué? Qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as réussi, etc. Ma réussite la plus marquante, ça a été lors du bear market en plus, donc c'est pas forcément c'est pas forcément à ce moment-là qu'on s'attend à faire des gros gains. En fait, ça a été l'airdrop de Sui Network qui a été assez récent. Et en fait, de par mes recherches et mon implication dans l'écosystème, j'ai pu avoir accès à une vente privée. Bon, vous pouvez pas mettre énormément de fonds, mais à un prix très avantageux de 3 centimes. En fait, il fallait suivre sur Discord avant. Et du coup, seulement 2 jours après avoir investi cet argent à 3 centimes, il y a eu le listing sur différents échangeurs centralisés et le prix est monté à plus d'$1, ce qui m'a fait plus de x45 en seulement 2 jours. Et en plus, en bear market. Donc, c'est plus ça qui fait que vraiment, et en plus, c'est la plus récente, qui me rappelle cette réussite-là. Et pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est que les plus grandes réussites, ça va être le fruit principalement d'une recherche et aussi d'une stratégie, c'est-à-dire savoir je pense qu'on peut pas chasser tous les airdrops, être partout, donc essayer d'aller sur ce qui est le plus solide. Là, en plus, projet, c'est un projet qui avait un peu de hype parce que c'est un projet qui est issu d'anciennes personnes qui travaillaient chez Facebook. Donc forcément, ça leur donnait un peu. Ils étaient sur le devant de la scène et c'est pour ça que je me suis aussi focalisé dessus. Et alors justement, tu parlais de stratégie. Est-ce que tu as une sorte de plan d'action? Est-ce que tu as des budgets bien répartis, par exemple, tant de pourcents pour les airdrops, tant de pourcents pour la DeFi, etc. Ou est-ce que tu y vas un petit peu au feeling? Alors, pour ce qui est airdrop, la plupart des airdrops que j'ai fait, c'était à base de testnet. Donc du coup, il y avait, ça ne demandait que du temps et du coup, il y avait rien à mettre. Et après, les budgets
Est-ce que tu Oui. peux expliquer ce qu'est le testnet pour ceux qui ne savent pas? Alors un testnet, c'est le réseau de test. Donc c'est un réseau où les personnes du projet vont nous fournir des jetons test, du coup des jetons qui n'ont aucune valeur et qui peuvent être utilisés que sur le réseau test. Et en fait, le plus souvent, ils attribuent les personnes qui testent justement le réseau parce que ça leur permet d'avoir alors ça leur coûterait extrêmement cher de faire énormément de transactions avec énormément de personnes dessus s'ils devaient payer de réelles personnes. Et donc c'est comme ça qu'on peut avoir une rétribution. Donc là, forcément, dans le cas de ces airdrops-là, ça me coûte zéro, ça me coûte juste du temps. Et après, il y a certains airdrops que je chasse, comme par exemple Zcasing. Là, ça va plus être en frais qui vont être payés sur le réseau, mais ça représente peut-être 50 ou 100 dollars. Donc, on va dire que j'ai pas vraiment un budget airdrop. Oui, j'ai mis une certaine somme sur l'écosystème pour justement essayer de chasser l'airdrop, mais en termes de frais et de ce que ça me coûte, on va dire que c'est par rapport à patrimoine crypto global. Et est-ce que tu réinvestis les bénéfices que tu fais avec les airdrops ou est-ce que tu les gardes? Alors, ça dépend des airdrops et ça dépend de la valorisation à laquelle sort. Si le projet il sort déjà à plusieurs milliards alors qu'il a encore rien produit, je vais en revendre une grosse partie. Et après, ça dépend aussi de l'airdrop. Par exemple, Arbitrum, pour moi, c'est un projet qui est très intéressant. Donc celui-là, j'ai eu tendance à le garder et j'ai plutôt eu raison. Et après, il y en a d'autres comme celui où, vu que j'avais fait déjà des multiples énormes, plus de fois 45, là, j'ai tout vendu pour pouvoir racheter un peu plus bas parce que là, je pense que prendre des profits, c'est important et à fois 45, prendre aucun profit, ça aurait été un peu bête de ma part. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et tu expliques tout ça sur ta chaîne? Tu donnes des tutoriels ou tu fais juste annoncer les airdrops? Moi, je connais la réponse, mais c'est pour les spectateurs. Alors justement, j'ai fait pas mal de tutoriels, j'ai vu que c'était des demandes qui étaient demandées par pas mal de personnes de la communauté, donc j'ai commencé à un peu plus le faire. Et voilà, du coup, il y a pas mal de tutos pour donner les possibles airdrops qui peuvent arriver. Super. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Inscrivez-vous non, suivez, abonnez-vous à la chaîne de Jean-Baptiste et vous saurez tout sur les airdrops. Il y a aussi Alexandre de Savage Crypto qu'on verra un peu plus tard dans le week-end qui propose aussi des tutoriels sur les airdrops. C'est justement une des personnes que je suis sur Twitter pour avoir les informations, donc ça tombe bien. Ah, et ben il va être content quand il va regarder ta vidéo de savoir ça va lui faire plaisir. Alors, on va continuer. Est-ce que maintenant tu pourrais nous donner une de tes pires erreurs et nous expliquer pourquoi c'était la pire, qu'est-ce que tu as appris et comment tu as rectifié le tir? Ok, ma plus grosse erreur en fait, c'est d'avoir investi sans me renseigner sur le conseil d'un ami et par peur de perdre une opportunité d'investissement, donc ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer tout simplement une opportunité. Donc c'était lors du dernier bull run, il y avait un ami qui me parlait d'un projet qui a plutôt bien fonctionné, c'était Elrond Eagle justement. Et donc j'ai investi aux alentours des 100 dollars, mais ce qui était quasiment un top local, parce que lui il était rentré je crois à 5 dollars, il avait renforcé à 20, et du coup sans forcément me renseigner énormément, regarder la market cap, etc., je l'ai suivi un peu bêtement, et en 2 semaines j'avais perdu 40% de mon investissement sur Elrond Eagle. Bon, après, j'ai quand même réussi à bien me rattraper. Je me suis dit, je vais me renseigner sur le projet. J'ai vu qu'il faisait pas mal de marketing et que c'était un projet plutôt hypé lors du précédent Brolin. Donc, je me suis dit qu'à moins de 40%, ça n'allait pas forcément le coup de le vendre. Et j'ai quand même réussi à sortir à 600 dollars et à faire un x6 dessus. Mais c'est vrai que ça, sur le coup, je n'étais pas forcément très bien en ayant perdu 40% en 2 semaines sur un nouveau investissement. Et pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque investissement, il doit être justifié. Je sais que ça peut être un peu long à faire et que ça demande du temps, mais savoir justifier chaque investissement qu'on veut faire avant de prendre une décision et surtout ne pas se précipiter, bien être posé et s'il y a l'effet du stress dans une décision, ne surtout pas la prendre. Parce que surtout dans l'écosystème des crypto-monnaies, c'est assez récent. Il y a des opportunités assez régulièrement et encore plus en bull run, donc j'aurais dû la laisser passer. En plus de ça, dans les crypto-monnaies, c'est tout à fait fréquent qu'on perde ou qu'on prenne 40% en très très peu de temps, un temps très court. Donc, il faut pas paniquer. Alors, c'est sûr que si on passe du bull market au bear market, oui, et là, il y a toute une stratégie à avoir. Mais si on est dans une tendance haussière et qu'on est dans une correction, il faut pas se laisser enfermer par la peur et décider de tout vendre parce que c'est des choses qui sont tout à fait normales dans une tendance haussière, surtout sur les altcoins. Ah oui, c'est tout à fait normal. Après, comme j'ai dit, je pense que quand on a une forte chute, ce qu'il faut faire, c'est se dire est-ce que cet investissement vaut toujours le coup ou pas, que ce soit en termes fondamentaux, en termes de roadmap, en termes marketing.
Et après, se dire, soit toutes les réponses sont oui et je le garde, soit je vends et peut-être je le mets sur un autre altcoin qui pourrait mieux performer, parce qu'il y en a pas mal qui sont descendus et qui n'ont pas retrouvé leur ATH. Et peut-être que si les personnes avaient rebasculé, peut-être même sur Bitcoin pour être plus sûr, ils auraient réussi à faire beaucoup plus de gains qu'en hold on. C'est Alors, surtout, il faut se poser la question. Vas-y, je te laisse. justement, c'est très bien que tu parles de ça. Comme ça, on parle du rééquilibre, du rebalancement d'un portefeuille. Donc, c'est quelque chose que tu fais, bien évidemment, j'imagine, comme tu viens de Oui, l'expliquer. oui, oui. Oui, bah, en bull market, on va dire que j'essaye de le faire, mais c'est vrai que vu qu'il y a beaucoup de choses à suivre, c'est un peu plus compliqué. Mais là, en bear market, justement, il y a à peu près un mois, je me suis dit, j'ai vraiment listé toutes mes crypto-monnaies, même si j'ai pas mal d'applications de suivi, comme par exemple Delta ou un fichier Excel, et je me suis posé justement ces questions. Est-ce que cet investissement vaut le coup ou pas? Et, euh, et, et pour certaines cryptos, je me suis dit, je ne vois pas pourquoi je l'ai encore, donc je l'ai vendu et je l'ai soit j'ai gardé des stablecoins pour d'autres opportunités, soit je les ai rebalancés sur des projets qui me semblaient plus sérieux. Ok, super. Est-ce que tu fais ça aussi dans la finance traditionnelle ou parce que bon, avec les cryptos, la volatilité est très grande et tout ça, donc et puis suivant les projets, c'est assez facile de rebalancer. Mais est-ce qu'en en finance décentralisée où la volatilité est un peu plus faible et puis en général le marché, il me semble, je suis pas spécialisée là-dedans, mais il me semble que c'est assez corrélé. Si le marché est pas très en forme, c'est toutes les actions qui tombent. Contrairement aux cryptos, il peut y avoir des projets qui performent quand même. Est-ce que je me trompe déjà, premièrement? Alors, on va dire que c'est assez variable en fonction de la catégorie, par exemple, d'action dans laquelle tu investis. Si c'est des toutes petites actions tech qui viennent de sortir, il peut avoir des énormes poussées. Et en Ok. plus, on l'a vu assez récemment, par exemple, avec Facebook ou Netflix. Même en étant des actions, elles ont réussi à avoir des corrections de moins 30, moins 40%. Donc, Ok. il y a quand même une volatilité, mais c'est vrai qu'elle est beaucoup plus forte dans les crypto-monnaies et surtout dans les altcoins qui peuvent perdre 99%. Donc tu fais aussi du rebalancement dans la finance décentralisée. Excuse-moi, dans la finance Finance traditionnelle. traditionnelle, on va dire un petit peu moins parce que c'est vrai que ça va dépendre, mais de manière générale, je le fais plus au niveau des crypto-monnaies, mais j'essaye aussi d'avoir la même stratégie au niveau de la finance traditionnelle. D'accord, ok, super, merci. Et puis tu nous as parlé des fondamentaux tout à l'heure. Pour toi, c'est quoi les fondamentaux? Qu'est-ce que tu regardes en priorité dans un projet? Alors, on va dire qu'il y a deux choses. Premièrement, la première chose que je vais regarder, c'est pas ce que je faisais avant, c'est regarder la tokenomics, c'est-à-dire comment sont répartis les jetons et quel pourcentage des jetons est déjà sorti. Par exemple, s'il y a que 10% des jetons qui sont déjà émis, ça veut dire qu'il reste 90% à sortir. Et souvent, on peut trouver ça sur le white paper ou le site internet du projet. On peut voir la libération des jetons. Et c'est vrai que si sur les 2 premières années, on a peut-être du x4 ou x5 dessus, ça va mettre une énorme pression vendeuse. Donc, si la tokenomics n'est pas bonne et que je vois surtout il y a eu des personnes qui ont réussi, par exemple, à les avoir 40 fois moins cher que moi, ça va être un red flag direct, je ne vais pas rentrer. Après, la deuxième chose, c'est regarder si l'équipe est connue, sinon je passe directement à autre chose. Et après, voir s'ils sont aussi bons en regardant leur expérience. Et dernière chose, essayer au moins de comprendre l'utilité qu'a le projet. Parce que par exemple, il y a pas mal de projets qui sont sortis qui étaient ce qu'on appelle des forks. En fait, ils reprenaient le code d'un projet existant et ils recréaient le même projet, mais juste pour tirer parti de la hype. Et ça, je trouvais ça moins intéressant et pour moi, ça n'avait pas trop d'utilité. Donc, pour résumer, un, la tokenomics, deux, l'équipe, et trois, essayer de comprendre ce que fait le projet avec le white paper. Et alors, bon, on pourrait rentrer comprendre le projet, on pourrait rentrer ça dans la catégorie des narratifs. Mais est-ce que tu es aussi à cheval sur les narratifs? À quel besoin répond une crypto? Alors oui, là pour le prochain bull market, par contre, je sais qu'il y a une partie des cryptos que j'ai mis parce que dans des narratifs qui selon moi marcheront. Par exemple, je pense que Ethereum a gagné la bataille des blockchains Layer 1 et donc je pense que se mettre sur d'autres blockchains concurrentes à Ethereum, c'est pas forcément la bonne. Et que le narratif pourrait être par exemple la scalabilité d'Ethereum avec tous les layers 2 qui arrivent, que ce soit par exemple Starknet, zk-Sync, Arbitrum, Optimism, et donc c'est pour ça qu'il y a une partie de mon investissement qui est aussi tournée vers des projets comme ça, qui peuvent répondre à un narratif qui, selon moi, sera un peu à la hype lors du prochain bull market. Ok,
Super. Oh, c'est très intéressant tout ça. Alors, on va continuer avec la prochaine question. Hop là. Donc, tu as déjà un petit peu répondu, mais si jamais tu as d'autres informations à rajouter, où est-ce que tu te renseignes et comment tu obtiens tes informations? Alors, on va dire que mes sources sont assez diverses, mais c'est principalement Twitter pour aussi voir un peu quelle est la manière de penser des gens, parce qu'on peut sur Twitter, on va très vite voir si les personnes ont peur ou si les personnes sont en euphorie. Donc, je pense que ça peut être un bon indicateur aussi pour investir. Donc, Twitter pour, on va dire, regarder le sentiment des gens et avoir les informations en priorité. Et après, YouTube aussi. Mais là aussi, il faut savoir mettre un filtre. C'est vrai qu'au début, comme beaucoup de personnes, je regardais toutes les vidéos qui sortaient, je suivais tout le monde. Et après, j'ai réussi, on va dire, à un peu plus recentrer. Je suis par exemple des youtubeurs comme Pro Indicator, qui est très fondamental et qui explique vraiment des choses assez techniques, pas forcément recommandé pour les débutants, mais qui est quand même assez intéressant. Paul Crypto Formation, qui vient de l'AOT, Oui. qui est aussi vraiment bon. Après, il y a Iril Crypto, qui lui va plus parler vraiment de tech pure. Il y a des personnes comme Asher ou CoinTips qui eux vont essayer de te simplifier un maximum les choses et te les expliquer au plus grand nombre. Donc voilà, principalement ces youtubeurs-là et aussi Twitter. Et après, on va dire qu'une fois que j'ai un projet qui m'a tapé dans l'œil, que je vais ressortir, là, c'est faire les recherches qu'on a dit fondamentales, donc aller directement sur le site du projet. Parce que ça peut permettre aussi d'un coup d'œil de voir si le site est vraiment mal fait, qu'il n'y a aucune information dessus, et puis ça peut être aussi un red flag. Et dernière chose, si je veux plus des news et creuser sur les news, là je vais aller sur des médias spécialisés, comme par exemple Cryptos ou le Journal du Coin, qui permettent justement de creuser un petit peu plus et de suivre un peu mieux l'actualité. Et alors, entièrement d'accord avec tout ce que tu dis. Et puis, est-ce que tu peux nous expliquer un peu sur Twitter comment tu fais pour voir le sentiment des gens, s'ils ont peur ou ils sont pas peur? Parce que si tu suis des professionnels, enfin des professionnels en tout cas dont c'est le métier, ou des gens comme Paul Crypto Formation, etc. Eux, ils ont pas peur, donc ça va pas t'aider beaucoup. Donc comment tu fais pour aller sonder, on va dire, les émotions de la masse entre guillemets? Comment, c'est quoi ton truc? Alors en fait, déjà, Twitter, ils mettent en avant pas forcément les personnes que tu suis, mais des personnes qui peuvent suivre enfin, qui ont un lien en commun avec toi. Donc, juste en descendant le fil Twitter, par exemple, moi, j'étais en vacances quand il y a eu la chute de FTX, je suis allé sur Twitter, j'ai direct compris qu'il y a un truc qui allait pas. Les personnes étaient très énervées, ça insultait de partout, les commentaires étaient très malveillants. Donc, c'est plus un ressenti au niveau des commentaires, juste en faisant une descente comme ça, on peut voir un peu ce qui se passe. Je vois par exemple que des fois, ça parle énormément de telle ou telle crypto-monnaie, que j'essaie de me renseigner. Souvent, c'est que c'est trop tard pour rentrer dessus. Oui. Mais voilà, c'est des petits tips comme ça, et je pense que ça c'est plus un peu à l'expérience et voilà. Ça, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Puis j'aimerais juste faire un rappel de ça. Comme tu l'as dit, si la masse entre guillemets commence à parler d'une crypto, donc on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux et tout ça, comme tu l'as dit, très souvent, même majoritairement, c'est trop tard. C'est parce qu'à partir du moment où tout le monde en parle, c'est parce qu'il y a eu un gros boom dans cette crypto. Donc c'est le temps de la vendre, c'est pas le temps d'en acheter. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Merci pour le petit rappel. Alors on va continuer. Est-ce que tu as des rituels ou des routines spécifiques que tu fais tous les jours ou toutes les semaines qui vont servir à ton métier d'investisseur? Alors, on va dire, c'est pas vraiment des routines, mais j'essaie quand même d'avoir des, des bonnes habitudes, on va dire, et ça va dépendre un peu de la période et des narratifs. Par exemple, si on est en bear market ou marché baissier, je vais essayer justement, mon habitude, ça va être de pas en avoir, ça va être d'essayer de pas regarder mon portefeuille parce que justement, il peut saigner et ça ne sert à rien à part se faire du mal, pour prendre plus de recul et préserver son mental, parce que je pense que c'est important de rester frais et tout le monde croit que le bear market c'est le plus dur, mais souvent c'est en bull run que c'est très compliqué parce qu'il y a des informations qui arrivent de tous les côtés, ça explose de tous les sens. Et si t'es pas prêt, t'es déjà usé, ça va être compliqué d'en tirer le maximum. Et du coup, en bear market, c'est plus profiter de la calmie, peut-être me former, creuser un peu plus certains sujets, et aussi juste profiter de la vie, voir mes amis, ma famille, faire du sport, peut-être des choses que tu laisses un peu plus en bull market pour essayer d'optimiser. Et justement, là, par contre, en bull market, on va dire, je vais être plus focusé, je vais regarder mon portefeuille plus régulièrement pour essayer de prendre justement des bénéfices sur les différentes cryptos qui explosent
en ajustant le portefeuille, je te l'ai dit, en profitant des différentes opportunités. Et on va dire que c'est plus un tips qu'une routine, c'est que j'essaye de mettre des alertes sur on va dire sur des niveaux clés. Par exemple, quand on est rentré en bear market, j'avais mis une alerte aux alentours des 30, entre les 30 et 32 000 dollars, parce que c'était une zone qui était attendue par beaucoup de personnes. En analyse technique, c'était un fort support. Et du coup, je me suis dit, là, ça sert à rien de suivre la descente jusqu'aux enfers. J'attends que ça arrive aux 30-32 000 dollars avant de revenir, de regarder un peu où on en est et pouvoir possiblement me repositionner. Donc, voilà, plus un petit tips qu'une réelle habitude. C'est marrant, on a un peu la même stratégie finalement. Moi aussi, je profite du bear market pour faire mon plan d'action, peaufiner mon budget, regarder les erreurs que j'ai commises au cycle d'avant, me former. Justement, en parlant de bear market, comment est-ce que tu parviens à réaliser régulièrement des profits dans le domaine des crypto-monnaies? Et notamment, quand on est en bear market ou en période de range où il se passe pas grand-chose, est-ce que tu arrives à tirer des profits quand même? Alors, je sais que tu vas nous parler des airdrops. On va essayer de pas en parler cette fois-là, du coup. Alors, pour moi, la chose importante déjà, c'est, comme tu l'as dit, c'est de tout remettre à plat et de bien écrire sa stratégie avant même de passer à l'investissement et de s'y tenir. Et c'est ça qui va, pour moi, permettre de prendre régulièrement des profits. C'est d'avoir écrit sa stratégie, de se dire, par exemple, si je fais un x3 sur tel crypto, je récupère. C'est vraiment un objectif de définir sa stratégie en fonction de son profil d'investisseur et après, vraiment s'y tenir. Par exemple, pour le bull run à venir, moi, j'ai déjà des objectifs de revente sur pas mal de cryptos. J'ai aussi, dans les grandes lignes, ma stratégie, c'est d'attendre de se rapprocher du prochain top du Bitcoin pour commencer à revendre par palier mes différents altcoins. Et du coup, faire cette vente avec une petite technique, je sais pas si tu connais, ça s'appelle l'ordre OCO, One Cancel the Other. Et en fait, c'est un ordre. Ah oui, excuse-moi. Bien sûr, oui, excuse-moi. Oui, oui. Et en fait, ça va être un ordre qui va suivre le cours. Par exemple, tu te dis, j'accepte 5% de baisse de plus, sinon je vends pas. Et en fait, l'ordre va rester à 5%. Et donc, ça peut te permettre justement de prendre beaucoup plus de profit que si tu avais vendu directement au marché. Voilà un petit tips qui peut servir. Et après, forcément, pour réaliser des profits régulièrement, je vais aussi suivre via des alertes certaines cryptos. Si une crypto fait x10 lors de ce bear market et qu'on n'est pas encore arrivé proche du top du Bitcoin, forcément, je prendrai des profits et même des bons profits à partir d'un x10. Et si, enfin, je fais juste une petite pause. J'ai mis, je prêche pour ma paroisse, là, pour le coup, je m'excuse. Mais c'est parce que ça rebondit avec ce que tu expliques, justement, qu'il faut avoir un plan d'action et définir ses stratégies à l'avance. Et donc, du coup, moi, j'ai créé justement un plan d'action, je suis spécialisée là-dedans. Et donc, j'ai mis à l'écran, pour ceux que ça intéresse, pour en savoir plus sur ce qu'est un plan d'action et comment l'utiliser, vous avez juste à scanner le petit truc, là, le petit QR code, ou sinon aller dans la description, vous aurez le lien aussi. Voilà, parenthèse fermée. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais. Donc tu places des ordres et tout ça, etc. Tout ça. Mais imaginons qu'on soit justement pendant une chute de 1 an. Bon, ça chute pas vraiment complètement pendant 1 an. Il y a toujours des petits ça monte, ça descend. Mais est-ce que tu arrives quand même à faire des profits pendant la grosse chute du bear market? Est-ce que tu as des stratégies pour ça? Est-ce que tu fais du trading à levier, par exemple, ou des trucs comme ça? Ou juste avec ce que tu nous as dit, ça suffit? Alors, en fait, moi, lors d'un bear market, là, on va dire que sur ce bull market, je suis plutôt bien sorti. J'ai commencé à sortir à partir de 50K sur le Bitcoin. Après, et après, quand on a eu le top et la rechute, je suis ressorti à partir de 55K. Donc, on va dire, j'avais déjà vendu la plupart de mes positions. Et pour répondre à la question, non, justement, au bear market, je fais pas vraiment de trading. C'est vrai qu'on peut shorter le marché, c'est-à-dire parier à la baisse. Mais ça, je trouve que j'ai pas encore assez d'expérience. Et surtout en crypto-monnaie, il y a de telles volatilités que je préfère pas encore aller là-dedans pour l'instant. Je trouve que les multiples sont déjà très élevés. C'est vrai que dans la finance traditionnelle, quand on a un multiple de 30%, on trouve que c'est bon, alors que là, on peut avoir des x10. Donc, rajouter du levier dessus, je trouve que c'est assez risqué. Donc, on va dire que vu que je joue l'intercycle et pas forcément de trading en bear market, y a pas forcément, je prends pas forcément de profit sur la descente. Forcément, si j'ai une crypto que j'ai gardée, je vais essayer d'attendre un rebond pour essayer de la revendre. Mais sinon, rien de spécial. Et puis, il faut pas oublier pour les leviers que c'est pas juste on parie sur une baisse, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a des frais, il y a les leviers justement si le prix monte ou va à l'inverse
de ce que tu as parié, il suffit d'une petite augmentation de 5%, 10%, ça dépend du levier pour que tu sois liquidé. Donc effectivement, c'est quelque chose. Il ne faut pas aller dans les leviers si on ne maîtrise pas le trading. Ça, j'arrête pas de le dire dans mes vidéos, mais j'en profite pour le redire. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette question ou on passe à la suivante? Passons à la suivante. Passons à la suivante. Parfait. Alors, moi, je trouve que cette question est très importante parce que je pense que c'est une des erreurs principales que la majorité des novices font. Et moi la première, Et je l'ai appris à mes dépens. Comment gères-tu la pâte du gain dans un marché aussi volatile? Alors, comme je te l'ai dit, moi en fait, je vais écrire ma stratégie en avance et essayer de la suivre. Alors, forcément, des fois, je sors un peu. J'ai aussi un peu ce côté greedy qui me dit d'aller un peu plus haut. Mais j'ai quand même des paliers qui sont déjà mis, même sur certains petits paris, j'ai même déjà les ordres qui sont mis en avance. Donc on va dire que je me tiens à ma stratégie la plupart du temps et donc on va dire je suis pas trop greedy. Après, je l'ai été sur certaines positions, ça a souvent été pas ce qu'il fallait faire. Et après, justement, il y a la stratégie aussi de l'ordre OCO, comme je t'ai parlé. En fait, ça va permettre de continuer à profiter de la hausse. Donc, on va dire de ne pas te frustrer si ça continue à monter et en même temps de sécuriser, parce que si ça baisse, t'as ta vente et au moins t'as récupéré des profits. Parce que le plus important, c'est quand même, surtout quand on a un petit patrimoine, c'est d'essayer de garder justement ce patrimoine et pas de le faire partir en éclats parce que c'est grâce à ça qu'on peut réussir à monter et il faut quand même mieux vaut ne pas être trop gourmand. Et est-ce que tu as des petits trucs alors, déjà, je vais juste rebondir sur ce que tu as dit. C'est vrai qu'il faut un plan d'action, ça c'est indéniable. Il faut des stratégies d'entrée, des stratégies de sortie. Là-dessus, on aura tous le même discours ce week-end, je pense. Là-dessus, on est tous d'accord. Et on a tous appris ça à nos dépens. Donc, on raconte pas ça pour histoire de le dire. On fait pas juste répéter quelque chose. À mon avis, on l'a tous vécu et on a appris comme ça. Donc, si on peut vous aider à apprendre tout de suite avant de faire l'erreur, tant mieux. Et la deuxième chose que je voulais te demander, c'était, tu nous disais que tu plaçais des ordres à l'avance. Est-ce que tu fais ça dans des exchanges centralisés, décentralisés ou peu importe? Alors, peu importe, parce qu'en fait, ça va être surtout sur des plus petits paris. Par exemple, sur des grosses crypto-monnaies comme Ethereum, Chainlink, vraiment des gros projets qui sont plus du holding long terme. Là, je les retire des échangeurs centralisés. On va dire que c'est la majorité de mon investissement. Ça va sur une légère et j'y touche plus. Par contre, pour tout ce qui est plus petits paris sur des plus petites crypto-monnaies, là, j'essaie de les laisser. On va dire que le plus simple, c'est des échangeurs centralisés, mais ça va dépendre. Parce que des fois, il n'y a pas forcément la liquidité ou la paire sur les échangeurs décentralisés. Mais je le fais principalement sur des échangeurs centralisés, de mettre des ordres en avance, mais c'est sur une toute petite partie de mon portefeuille crypto. D'accord. Ok. Mais là aussi, je pense qu'on aura pas mal tous la même réponse. Alors bon, on en a parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette question? Comment tu gères un marché baissier? Alors, le marché baissier, moi, j'essaie de me déconnecter un maximum et de mettre des alertes pour justement revenir au bon moment et recharger après le bull run. Et après, pour moi, je pense que ça peut dépendre aussi de la sortie du bull run. C'est-à-dire que moi, j'ai réussi à plutôt bien sortir. Donc, on va dire, j'avais pas ce sentiment de revanche trading que pas mal de personnes ont. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, j'ai réussi à faire des gains, j'ai réussi à sortir une bonne partie de mon patrimoine plutôt pas mal par rapport à la majorité. On va pas les tenter de folie. Alors, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui, justement, sont frustrées et du coup, vont avoir tendance à faire pas mal d'erreurs. Donc, je pense que ça dépend aussi de la sortie et on en revient toujours à la stratégie qu'on a mis de base pour le bull market. Donc, moi, marché baissier, j'essaie de toucher le moins possible, attendre que mes alertes sonnent et profiter de mon temps libre. J'ai une question pour toi. Si tu as une monnaie que tu n'as pas pu vendre et puis que une fois qu'on est vraiment dans le bas du marché baissier, cette monnaie a plus de 90% de pertes, est-ce que tu vas être tenté attends, dans le contexte, j'ai oublié un truc. Et que il y a une très très mauvaise actualité pour cette crypto. Tu sais que le narratif est plus à la mode. Tu sais que
il y a eu des piratages ou whatever. Bref, l'actualité est pas bonne. Est-ce que tu vas garder cette crypto en espérant, tu pars perdant en disant bon, regarde, cet argent est perdu, donc je vais le garder et puis au prochain bull run, je verrai ce que je peux récupérer. Ou est-ce que tu préfères le vendre directement maintenant parce que c'est mort et réinvestir cet argent dans une autre crypto qui pourrait éventuellement venir récupérer tes pertes dans le prochain bull market? Dépendre du projet. Si dans la plupart des cas, c'est des projets dans lesquels si c'est des projets dans lesquels je crois plus du tout, je vais les revendre et soit garder les stablecoins pour d'autres opportunités, soit renforcer des projets. Par contre, si c'est un projet dans lequel je crois, mais c'est juste que là, ils sont sur une mauvaise passe, je vais avoir tendance à le garder. Donc, on va dire, je vais plus m'adapter en fonction du projet. Mais pour la plupart des projets qui ont fait moins 90%, oui, je vais les vendre pour d'autres projets si je les ai encore en portefeuille. Oui, parce que finalement, c'est une stratégie comme une autre. Je sais que ça fait toujours mal au cœur de vendre à perte. C'est très, très difficile. Mais si on analyse bien la situation, et je suis d'accord avec toi, là, je parle d'une monnaie qui a une très mauvaise actualité et auquel on ne croit plus. Il vaut mieux vendre, je veux dire, même si tu as acheté pour $100 et que tu récupères que $10, si tu investis ces $10 dans une monnaie qui va performer, qui va faire un x20 au prochain cycle, tu auras récupéré tes pertes. Donc, du coup, c'est une stratégie comme une autre. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'essaie de le faire aussi, même si c'est pas facile de vendre à moins 90%. Oui, ça nous arrache le cœur à chaque fois. Alors, si tu devais donner un conseil... Ah, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Voilà. Alors, si tu devais donner un seul conseil à ceux qui débutent, qu'est-ce que ce serait? Alors moi, je dirais qu'il faut savoir prendre son temps et ne pas se précipiter dans les investissements. Il y a par exemple une courbe qui est assez connue, c'est la courbe de l'apprentissage, et je l'ai vécue, donc je sais que c'est vrai, qui nous dit qu'au bout de quelques semaines, on a l'impression d'être le roi du monde et de tout connaître. Et du coup, à se dire, vas-y, moi je connais tout, donc je vais investir dans n'importe quoi. Ça, je dis que c'est bon, donc c'est bon. Alors qu'en fait, on remarque très vite après qu'on était très bas au niveau de l'apprentissage et que c'est juste que vu qu'on a appris plein de choses d'un coup, on pensait qu'on était très fort. Donc je dirais, si les personnes ont vraiment peur de rater l'opportunité, rentrer avec une toute petite partie, je sais pas, par exemple 10% de ce qu'ils voulaient mettre, et après attendre de vraiment monter en puissance, de vraiment comprendre, de vraiment connaître pour éviter justement certaines erreurs. Et après rentrer plus fortement une fois que justement on a beaucoup plus de connaissances. Mais bien la connaissance, ça peut mettre plusieurs mois, voire plusieurs années à arriver, et ça va pas arriver forcément en 2 semaines. Donc si au bout de 2 semaines, là, une personne se dit qu'elle se connaît déjà tout, peut-être essayer de regarder un peu plus et de se renseigner un peu plus avant d'y aller et de faire au lit. Et si on est par exemple que quelqu'un regarde, je veux dire, on est en période de bull market justement au début, en fait, on va dire, on est dans une tendance qui commence à monter, donc où c'est le temps d'acheter, par exemple, et que cette personne n'est pas formée. Est-ce que tu lui conseilles quand même, tant pis, elle va rater ce cycle, ou faire des gains beaucoup plus petits, mais de se former quand même avant? Ou est-ce que tu lui conseilles peut-être d'acheter une petite partie et puis d'attendre pour le reste? Est-ce que, sachant que, excuse-moi, j'ai employé le mot conseil, mais c'est pas du tout ça que je veux dire. Je veux dire, qu'est-ce qui est plus judicieux en termes de logique, je dirais plutôt. Moi, je dirais, c'est si la personne veut absolument rentrer et qu'elle veut pas perdre, peut-être mettre une petite partie, ou alors se mettre vraiment sur des crypto-monnaies qui sont sûres, enfin entre guillemets. Même le Bitcoin a perdu 70% dans le bear market, donc sûr, rien n'est sûr. Mais peut-être se mettre sur Bitcoin, Ethereum pour commencer et après se former. Comme ça, elle profite quand même un peu du cycle parce que même si c'est pas quand les personnes rentrent en crypto, elles veulent faire des fois 100, mais des fois, 1 fois 100, c'est que 2 fois 10 d'affilée et c'est plus facile de trouver 2 fois 10 que de trouver 1 fois 100. Donc c'est mieux d'aller sur des plus gros projets un peu plus sûrs sur lesquels il n'y a pas besoin de se renseigner. Mais je pense quand même que se former, c'est obligatoire parce qu'il y a je sais plus quel pourcentage, mais je crois que c'est 85% des personnes perdent en crypto-monnaie, donc peut-être même 90. Donc je pense que mieux vaut se former et garder son patrimoine justement parce que c'est ça qui va permettre de gagner. Et mieux vaut gagner un petit peu régulièrement et avec les intérêts composés faire un gros capital que tout cramer juste parce qu'on a été un peu trop rapide. Je suis contente que tu aies répondu ça parce que c'est justement ce que je voulais t'entendre dire. Effectivement, de plutôt commencer avec du Bitcoin, éventuellement de l'Ethereum, mais au moins du Bitcoin, s'il veut vraiment s'engager là-dedans.
et puis apprendre pour le reste qui est un peu plus compliqué, parce qu'il y a tellement d'arnaques, qu'il y a plus de 20 000 cryptos, il me semble. Je crois que c'est ça, on a rendu à 20 000 maintenant, je crois. Sur CoinMarketCap, mais après, il y en a qui sont pas dessus, donc ouais, je pense Ouais, qu'il y en a même. en plus. Il y en a 20 000 officiellement, mais je pense qu'il y en a plus de 50 000. Donc, je suis contente que tu aies répondu ça parce que c'est ce que j'aurais répondu aussi. Donc voilà, super. Écoute, on va clôturer cette vidéo avec une dernière question. Si je la trouve, voilà, elle est là. Excusez-moi, je me suis mélangé mes pinceaux. Alors avant, je voudrais juste préciser que le sommet va passer à l'automne 2023, mais nous, on enregistre la vidéo au mois de juillet 2023 parce que c'est beaucoup de travail, donc il faut le préparer à l'avance. Est-ce que éventuellement tu aurais une crypto de prédilection, et je dis bien qui, selon toi, c'est-à-dire ton profil d'investisseur, tes valeurs, t'es pas en train de dire que ça va faire un fois 100. T'es en train de dire, toi, Jean-Baptiste, en tant que personne, j'aime cette crypto. Est-ce que tu as une crypto de prédilection en ce moment? Donc, en juillet 2023? C'est important de préciser la date parce que si c'est plus le cas en automne, il faut se renseigner, quoi. Mais c'est ça, faut savoir se remettre en question. Alors moi, je dirais, si on prend vraiment les grosses, il y a Chainlink et AVE qui, pour moi, sont les leaders dans leur domaine. Donc un au niveau des oracles et l'autre au niveau de la finance décentralisée, qui pour moi ne mourront pas, donc devrait être un investissement plutôt intelligent. Et si on part de plus petites cryptos, il y a Morpheus Network, qui est un petit projet au niveau de la chaîne d'approvisionnement, donc un concurrent de VeChain, qui est assez intéressant, qui a beaucoup de partenariats, qui a une hype et pas mal de suivi pendant le bear market. Donc voilà, je dirais principalement ces 3 projets. Ok, et oui, c'est des bons projets, c'est bien. Écoute, Jean-Baptiste, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou peut-être parler, je sais que t'es en train de préparer une formation, il me semble, quelque chose comme ça? Alors ça, en fait, je profite aussi du bear market, donc comme j'ai dit, pour me former et peut-être lancer d'autres projets. Et donc là, j'ai commencé à créer une formation. Bon, pour l'instant, c'en est qu'aux prémices, qui a pour but on va dire, de synthétiser les recherches et l'expérience que j'ai pu acquérir dans le marché pour permettre justement et aider les personnes à ne pas faire les mêmes erreurs que font quasiment tous les débutants et leur permettre d'avoir, on va dire, au moins un socle solide avant de rentrer, par exemple, dans un bull run. Ok, parfait. Alors, écoutez, j'imagine que tu en parleras sur ta chaîne quand ce sera le temps de mettre ça en ligne, si je peux dire. Donc, je vous invite à suivre Jean-Baptiste, donc inspecteur crypto sur sa chaîne YouTube. Et puis, je te remercie beaucoup, Jean-Baptiste, pour cette interview. Merci de m'avoir invité. Merci vraiment, j'insiste, merci pour ton temps parce que les téléspectateurs ne se rendent pas compte de tout le temps qu'il faut pour faire toutes ces vidéos. C'est vrai que ça met plus de temps que ce qu'on croit. Oui, beaucoup de temps, et puis c'est de l'organisation, c'est beaucoup de travail. Donc c'est aussi pour ça qu'on vous demande pas grand-chose en échange de notre expérience. On vous demande juste d'aller vous abonner à nos chaînes, c'est gratuit, ça vous prend 2 secondes et c'est gagnant-gagnant finalement. Voilà, on vous donne du contenu et vous nous suivez et tout le monde est content. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Et puis, nous, on va continuer avec d'autres vidéos. Et j'espère à l'année prochaine. On espère aussi. Bye. Salut. Après, il y a une partie. Oui. Excuse-moi, je suis désolée. Il y a un hélicoptère qui passe. Je ne sais pas si on l'entend. Les aléas du direct. Je suis vraiment désolée. Tu étudies quoi? Finance de marché. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Mince, je me rappelle plus ce que je voulais te dire. Je peux pas t'aider. Mince, attends. La pas du gain.